Handicap et Emploi du MEDEF 44. Nous avons la joie d'être en direct du pôle de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes. Et donc, pour animer cette matinale, je suis accompagné d'Emmanuel Perret, qui est le directeur Être, Handicap et Information. Je suis aussi accompagné de Yves-Olivier Lenormand, qui est vice-président du MEDEF 44 Inclusion et Emploi et délégué Airbus régional. Alors aujourd'hui, c'est un club pour lancer la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Donc la semaine prochaine, il y aura vraiment un gros programme événementiel pour mobiliser les entreprises sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Avant de commencer ce club qui va porter sur le handicap moteur, mais aussi sur le projet de nouveau pôle MPR du CHU de Nantes, je vous propose qu'on fasse un tout petit point d'actualité avec Emmanuel Perret. Oui, alors il y a un décret qui vient de sortir le 5 novembre qui est important pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui précise un certain nombre de choses, qui permet le portage salarial, qui permet un décalage de la déclaration et des déductions. Donc on va pouvoir en parler prochainement dans un club. Et il y a aussi la sortie d'un guide de l'URSSAF, qui est le nouveau collecteur de la redevance, et avec l'AGEFIP, qui explique toute cette obligation d'emploi sur une centaine de pages et qui est très précis. Alors effectivement, ce sont des nouveautés qui vont vous impacter sur votre déclaration annuelle. Donc ce qu'on va faire, on va communiquer en début de semaine prochaine la date du prochain club qui portera notamment sur toutes ces modifications pour vous accompagner dans cette déclaration annuelle d'obligation des travailleurs handicapés. Alors, on a la chance d'avoir parmi nous le docteur Brigitte Perroin-Vert, qui est chef de service du pôle MPR du CHU de Nantes. Et donc, en 30 minutes, elle va vous faire une présentation de ce qu'est le handicap moteur et surtout de quel accompagnement on met en œuvre pour les personnes qui ont eu des accidents de la route, de sport ou bricolage. Voilà, donc on va vous expliquer en 30 minutes le contexte et surtout vous devriez être du coup des spécialistes du handicap moteur. Brigitte, on te laisse. Bon, ça va, on a mis la caméra là, okay. C'est comme je... C'est parfait. Peut-être le micro un peu plus près. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir de façon virtuelle au sein d'une partie de notre nouveau bâtiment du pôle de médecine psychique et réadaptation. Il m'appartenait de vous parler du handicap moteur, mais du handicap en général. C'est toujours beaucoup plus difficile de faire cet exercice plutôt grand public que quand on s'adresse à des pairs ou à des étudiants. Et j'espère ne pas être trop simpliste ni parfois à côté des clous. On y va? C'est moi ou c'est vous? Alors, ce sont les aléas du direct, on a toujours des petits soucis techniques, mais on va y arriver, ça va être tout. Moi, ça, j'ai pas de doute sur le fait qu'on y arrive. Bon, alors du coup, le temps qu'on arrive à mettre le diaporama, je vous propose de noter sur votre âge. Allez, ça y est, c'est parfait. Donc, je vous propose de noter quelques dates sur votre agenda, le temps qu'on arrive à lancer la présentation du docteur Perroin-Vert. Donc, pour cette semaine européenne, il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés. Donc, pour les employeurs, plus spécifiquement, le Cap Emploi de Loire-Atlantique organise une webinaire le vendredi 20 novembre de 9h30 à 10h30 sur la thématique handicap, recruter, intégrer et maintenir. Donc, pour s'inscrire, vous allez sur le site du Cap Emploi de Loire-Atlantique, du JRP Pays de la Loire. En parallèle, toute la semaine, Pôle emploi Loire-Atlantique et puis le Cap Emploi de Loire-Atlantique organisent
un job dating, donc un salon virtuel pour recruter des compétences autrement. Pour s'inscrire, donc c'est en ligne, c'est auprès de Cap Emploi et de Pôle Emploi. Voilà pour l'actualité Loire-Atlantique. Sinon, vous pouvez noter une actualité nationale. Donc le mardi 17 novembre de 18h à 19h, le MEDEF national organise une webinaire qui portera sur la politique RH et l'inclusion. Et donc ce sera en présence de la secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel. Voilà pour l'actu. Je vous propose qu'on passe tout de suite au handicap moteur. Quel timing! Bien, voilà, je voulais commencer par introduire la notion de handicap moteur telle qu'elle est définie de façon très commune, qui va se caractériser par une aptitude limitée à se déplacer, à exécuter des tâches manuelles ou à se mouvoir ou à mouvoir certaines parties du corps. Mais la notion de handicap a été récemment revue, enfin récemment au début des années 2000. Est-ce que c'est un attribut de la personne ou est-ce que c'est un phénomène interactif? Et de ce raisonnement est née une classification nouvelle que l'on appelle la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, qui envisage le fonctionnement et le handicap, que je vais vous définir après, comme une interaction dynamique entre l'état de santé d'une personne et les facteurs contextuels face auxquels il évolue, à la fois personnels et environnementaux. Et quand on parle environnemental, on ne parle pas seulement de l'environnement matériel, immobilier, l'accessibilité, mais c'est aussi les attitudes, la discrimination, le regard des autres. Diapositive. Alors voilà cette fameuse, que je vais vous simplifier, classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Une personne a un problème de santé qui va entraîner, via une maladie, un accident vasculaire, un symptôme particulier. Je vous prends l'exemple de l'accident vasculaire cérébral qui donc va entraîner une atteinte des fonctions et structures corporelles. Ce symptôme, la paralysie de l'hémicorps, on va l'appeler la déficience. Cette déficience, elle va entraîner des limitations de ce que la personne est capable d'exécuter comme geste de la vie quotidienne. C'est ce que l'on va appeler des activités, c'est le domaine de la fonction. Enfin, l'ensemble de ces deux problèmes, déficience et troubles fonctionnels, difficulté à exécuter une tâche, vont être encore aggravés si, dans un environnement réel, une situation de vie réelle, l'environnement n'est pas adapté. Donc, ce champ tridimensionnel qui repose sur le symptôme, le corps, la fonction, ce que la personne est capable de faire dans un environnement adapté, et la situation de vie réelle représentent les trois champs de notre discipline. C'est positif. Alors, comment on définit le fonctionnement? Eh bien, c'est l'inverse du handicap. C'est un terme générique qui va couvrir ce que je vous ai montré, ces fonctions organiques, ces symptômes, cette paralysie, les activités de la personne, ce qu'elle est capable de faire, et sa participation au sein de la société. Et il va désigner les aspects positifs de cette interaction dynamique entre un individu qui a un problème de santé et les facteurs contextuels face auxquels il évolue. Je rappelle que cette définition est une définition de l'OMS de 2001, ce n'est pas des tribulations conceptuelles isolées. Le handicap, c'est l'inverse. Ça va regrouper effectivement ces déficiences, ces problèmes fonctionnels, ces problèmes de vie réelle, et il va désigner les aspects négatifs de l'interaction entre un individu qui a un problème de santé et les facteurs contextuels face auxquels il évolue. Alors, vous voyez qu'il y a une loi fondatrice autour du handicap qui a un peu regroupé toutes les lois antérieures, qui est celle du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation, la citoyenneté des personnes handicapées. Et vous voyez que l'article 1 reprend exactement cette définition du handicap, puisque constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité, problème fonctionnel, ou restriction de participation, situation de vie, à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles
mentale, cognitive ou psychique, ou bien d'un polyhandicap ou de tout trouble de santé invalidant. Dans cette loi, c'est d'ailleurs la première fois qu'on introduit la notion de handicap psychique. On peut y aller. Alors, les différentes catégories, on ne parle donc pas, lorsqu'on parle du symptôme de handicap, mais de déficience, de déficiences qui peuvent être à l'origine de handicap. Ce sont les déficiences motrices, sensorielles, les problèmes visuels, auditifs, psychiques, les troubles mentaux, affectifs, émotionnels, c'est le domaine de la psychiatrie. Mental, c'est le domaine de déficience intellectuelle. On peut prendre comme exemple la trisomie 21 ou l'autisme. Et puis, un autre champ qui sont toutes ces maladies invalidantes, que ce soit des maladies du système ostéo-articulaire, une polyarthrite rhumatoïde qui fait partie du handicap physique au sens large, ou bien tout simplement une insuffisance respiratoire qui va mettre en grande difficulté de déplacement une personne. Quelques chiffres. Vous voyez que ça, c'est une enquête qui date de 2007, qui montrait que 24% de la population active en France pouvait être considérée comme handicapée, que un peu plus de 2 millions de personnes étaient à mobilité réduite et que 1,8 million de personnes étaient en fauteuil roulant. Ne regardez pas le tableau, il est illisible, mais de par le monde, dans les pays développés, vous voyez qu'il y a 15,4% de personnes qui présentent un handicap modéré à sévère. Alors, si l'on en revient aux principales atteintes à l'origine des déficiences neuromotrices, bien, c'est essentiellement les atteintes du système nerveux qui vont être à l'origine de ces déficiences neuromotrices, qui vont être à l'origine de paralysie le plus souvent. Alors, il y a tout en haut les origines cérébrales, au premier rang desquelles les accidents vasculaires cérébraux, qui sont une des grandes causes de genèse de déficiences neurologiques et de handicap en France. Évidemment, d'autres pathologies comme les pathologies tumorales, des maladies neurologiques neurodégénératives ou évolutives. Chez l'enfant, ce que l'on appelle le champ de la paralysie cérébrale, c'est le plus souvent ce que l'on va appeler un traumatisme ou une pathologie autour néonatale, c'est-à-dire autour de l'accouchement, juste avant ou juste après, et notamment les souffrances cérébrales par privation d'oxygène au moment de l'accouchement ou bien la prématurité, et encore chez l'adulte, les traumatismes crâniens. Une maladie connue qui est une des plus grandes causes aussi de déficience neurologique et de handicap en France et qui survient sur le sujet jeune, la sclérose en plaques qui peut atteindre l'ensemble du système nerveux central, que ce soit le cerveau ou la moelle épinière. Et puis tout en bas, vous voyez ce cordon ou sur l'IRM à droite, hein, cette espèce de câble qui relie le cerveau à l'ensemble de notre corps, c'est la moelle épinière. Elle peut être affectée soit par des traumatismes graves, nous en verrons un exemple, soit par des pathologies médicales. Là aussi, on peut faire des accidents vasculaires de la moelle, on peut faire des tumeurs, des compressions médulaires qui vont être à l'origine d'une paralysie. Enfin, ce que vous ne voyez pas qui est caché par la caméra, il y a le système nerveux, les nerfs périphériques qui peuvent être atteints par des tas de tonnes de pathologies qu'on appelle les neuropathies en général, et le muscle lui-même, ça c'est le champ essentiellement des myopathies, des neuromyopathies, dont vous avez beaucoup entendu parler, et qui sont des maladies souvent héréditaires qui commencent dès l'enfance. Donc ces déficiences neuromotrices, elles peuvent être acquises, c'est la survenue d'un accident aigu dans la vie, soit par un traumatisme, une lésion vertébromédulaire, un traumatisme crânien, soit par une maladie, qui peuvent être évolutives ou non évolutives, comme les accidents vasculaires cérébraux. Elle peut être congénitale, et je vous ai pris un exemple qui n'est pas très joli, mais c'est ces anomalies de la croissance de la moelle épinière et du rachis qui donne ce qu'on appelle une pathologie, le spina bifida ou un dysraphisme, c'est-à-dire que il y a la partie distale de la moelle épinière qui a une malformation, on va résumer ça comme ça, qui va être à l'origine là aussi d'une déficience motrice qui est une paraplégie. Et puis toutes ces pathologies héréditaires que l'on voit apparaître souvent jeunes chez l'enfant, qui sont ces neuromyopathies et ces amyotrophies spinales.
Alors, le champ de la MPR, eh bien, c'est dans la prise en charge de ces patients, la MPR, la médecine physique et réadaptation, ce que l'on appelait autrefois la rééducation fonctionnelle. Eh bien, dans ces pathologies neurologiques complexes, c'est à la fois s'occuper du symptôme, des déficiences occasionnées par la lésion. Et vous voyez, la déficience motrice, y compris dans toutes ces atteintes du système nerveux, est rarement isolée. Il y a souvent des déficiences motrices sensitives, une difficulté de contrôle des organes d'une façon générale. Il peut y avoir des déficiences cognitives lors de lésions cérébrales, par des programmes de soins extrêmement complexes, qui sont essentiellement des programmes de prévention à la phase initiale et des stratégies thérapeutiques très complexes. Sur la prise en charge de la fonction, c'est le domaine de la rééducation. C'est-à-dire qu'on va travailler précisément la limitation d'activité, le fait de pouvoir se déplacer, de pouvoir retravailler l'appréhension, de pouvoir gérer ses activités de vie quotidienne, d'assurer le contrôle de ses fonctions viscérales, parce que nous y reviendrons, mais quand il y a une lésion de la moelle épinière, il n'y a pas qu'une paralysie motrice ou un déficit sensitif. Et c'est tout ce champ de techniques de rééducation particulières qui vont permettre d'aider à la restitution lorsque les lésions sont incomplètes, ou bien mettre en place des programmes de substitution parfois très particuliers. Je vous en montrerai un exemple. Quand les lésions sont complètes, il va s'agir de valoriser les capacités restantes. Et on peut parfois même être amené à utiliser des stratégies chirurgicales de substitution. Et puis, la caractéristique de notre champ, c'est d'être à la fois une médecine très technique, très complexe lorsqu'on s'occupe de déficiences neurologiques lourdes, mais on s'occupe de la personne dans son ensemble, de la prise en charge holistique de l'individu. Nous ne sommes pas des praticiens d'organes. Il ne s'agit pas de réparer des hommes ou des femmes blessés, il faut aussi les réinsérer dans la vie. Et notre champ, c'est aussi de s'occuper de l'ensemble des problèmes de participation. Et vous en aurez des exemples avec notre unité d'insertion socio-professionnelle. On est ici un centre de recours régional de ce que l'on va appeler le neuro-lésé lourd, même si ce n'est pas très joli comme cela. Et notamment, nous sommes reconnus sur le plan national comme un centre expert autour des lésions de la moelle épinière, qu'elles soient d'origine liées à un accident ou à une maladie. Sur la prise en charge des lésions cérébrales graves, qu'elles soient liées à des accidents vasculaires cérébraux, mais aussi des atteintes un peu particulières qu'on appelle les locked-in syndrome. Je pense que vous avez tous vu le scaphandre et le papillon. C'est un accident vasculaire juste en dessous du cerveau, entre le cerveau et la moelle, qui va paralyser non seulement les 4 membres, mais aussi la partie inférieure de la motricité du visage. Et ce sont des patients qui n'ont plus aucune possibilité d'expression, de sortie, d'où le nom verrouillé de l'intérieur, et qui ont une conscience et une intelligence normale. Et puis les maladies neurologiques évolutives, comme les scléroses en plaques, tout cela, c'est notre quotidien. Nous sommes en termes de lits un gros centre, 130 lits pour le handicap neurologique, avec des patients qui arrivent de réanimation, encore trachéotomisés et ventilés. Nous avons 33 places HDJ, peu importe. On a aussi une expertise multidisciplinaire parce que vous avez compris que les programmes sont très complexes et nous sommes entourés de neurochirurgiens, urologues, orthopédistes, plasticiens qui sont là toutes les semaines. Et puis on a aussi, parce qu'il est important de répondre à tout le champ de la discipline, un autre service qui s'occupe plus de la rééducation des affections de l'appareil locomoteur ou post-chirurgie orthopédique. On peut passer. Je voulais vous prendre un exemple pour que les choses puissent un peu peut-être prendre corps, qui est l'exemple de la lésion de la moelle épinière. Alors la moelle épinière, c'est ce petit tuyau bleu là qui passe au milieu des vertèbres qui sont toutes numérotées devant vous. Et lorsque l'on a une atteinte de la moelle épinière, soit par une maladie ou bien lors d'un accident, lorsque cette atteinte atteint les segments cervicaux de la moelle épinière, cela engendre une tétraplégie, c'est-à-dire une paralysie des 4 membres, dont le niveau sera le plus ou moins élevé selon que l'atteinte est plus ou moins haute dans la moelle épinière cervicale. À partir du segment
des vertèbres thoraciques. La première vertèbre thoracique, c'est T1. Il y aura une préservation des bras et il pourra y avoir, selon le niveau, plus ou moins paralysie du tronc et en tout cas des membres inférieurs. Et c'est ce que l'on appelle une paraplégie. Et vous voyez que, il n'est pas question de détailler, mais à chaque niveau correspond des niveaux d'innervation, non seulement de muscles, de la sensibilité, mais d'organes. Et ce qu'il faut comprendre, diapositive, c'est que cette lésion médulaire, c'est l'installation brutale ce que l'on appelle un tableau de déficience multiple, puisque l'ensemble des systèmes et organes, au-delà de la motricité, sont aussi privés de la commande volontaire du cerveau, vont avoir un fonctionnement particulier. Et c'est cela aussi qu'il va falloir prendre en charge, parce que si les patients ne sont pas pris en charge à ce niveau, que ce soit des problèmes cardiovasculaires, des problèmes vésico-sphinctériens, anorecto, génitosexuels, ils peuvent faire des complications importantes. Diapositive. Et vous voyez que ces différentes complications, elles sont extrêmement nombreuses et c'est pour ça que ces patients relèvent, et ça, ce sont des circulaires des GOS qui l'ont aussi affirmé, 2 centres de référence parce que chaque problème spécifique lié à cette lésion de la moelle épinière demande de recherches avancées en termes de programmes de soins, en termes de connaissances physiologiques, des thérapeutiques, qu'elles soient préventives, curatives ou de substitution. Un cas clinique, Jean-Charles, qui est né en 85, qui a une tétraplégie C6 par accident de la voie publique le 22 juillet 2004. Donc, il rentre dans le service. Vous voyez sur la partie droite de l'écran, c'est le scanner de sa colonne cervicale et ce gros recul de la vertèbre dans le canal où est la moelle épinière. Et vous voyez sur les 2 autres images, qui sont des IRM de la moelle épinière, en blanc dans ce tuyau gris qu'est la moelle épinière, l'étendue de la lésion. Il a donc une tétraplégie complète d'un niveau particulier qui s'appelle C6, qui correspond à un niveau dans la moelle, qui fait qu'il est capable de relever ses poignets, mais qu'il n'a aucune motricité au niveau des mains, ni aucune possibilité d'extension des 2 coudes. Tout le programme consiste à gérer tous les programmes de soins initialement et à travailler les capacités restantes sur le plan respiratoire, sur le plan du renforcement musculaire, sur le plan de l'équilibre du tronc, sur le plan du maniement du fauteuil. Diapositive suivante. Et puis, on lui fait ce que l'on appelle de la chirurgie de réanimation des 2 membres supérieurs, c'est-à-dire qu'on va utiliser des muscles sains au-dessus de la lésion dont on va dérouter la partie inférieure pour activer une fonction paralysée. Et vous voyez qu'il est capable, en bas à droite, d'étendre ses 2 coudes après cette chirurgie de réanimation d'extension et qu'il est capable d'avoir une préhension au niveau des 2 mains, vous voyez, en termes de pince et en termes de grasp, c'est-à-dire la flexion des doigts, qui est tout à fait remarquable. Donc, vous voyez aussi que ce programme, il prend 2 ans et que ce patient est sorti autonome en fauteuil roulant, capable de faire ses transferts, de gérer ses problèmes vésico-sphinctériens et notamment de faire ses autosondages et a repris la conduite automobile. Lorsqu'il a eu son accident, il avait un BEP de maintenance des systèmes mécaniques. Il a passé plus de 2 ans dans le service, mais mesdemoiselles avaient assuré des temps de formation pour remise à niveau et cours pendant son séjour. Il a repris sa scolarité en cursus général, puis a obtenu son bac STG, puis un BTS de comptabilité au lycée de la Jolivrie en 2011, une licence contrôle de gestion, et il travaille maintenant au Crédit Agricole. Vous voyez le temps passé entre 2004, la lésion, plus de 2 ans d'hospitalisation et le reclassement professionnel. Là, je voulais vous montrer quelques exemples. Quand la lésion est complète, eh bien, il va falloir travailler l'autonomie en fauteuil. Et vous voyez le patient travailler son équilibre assis, travailler l'athlétisation. On en fait des super athlètes parce qu'il faut que les membres supérieurs assurent toute l'autonomie de vie quotidienne, l'équilibre assis, être capable aussi, si l'on tombe, de se relever du fauteuil.
travailler le fauteuil roulant et son maniement en extérieur, diapositive. Et puis, dans les lésions incomplètes, évidemment, on va surtout essayer de travailler l'aide à la récupération. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand il y a une atteinte du système nerveux central, il y a souvent cette paralysie, mais c'est aussi un trouble de la commande avec des muscles qui sont trop hypertoniques et qui parasitent le mouvement. Et c'est tout un travail basé sur ces inhibitions de phénomènes hypertoniques et le contrôle moteur. Et vous voyez un jeune patient tétraplégique incomplet qui récupère, à qui on est en train de travailler l'équilibre du bassin préalable à la mise debout. Il y a des techniques plus nouvelles depuis 10 ans, qui sont les techniques de rééducation robotisée. On pense que le fait d'activer un mouvement de façon répétitive favorise la plasticité dans le système nerveux et donc la récupération. Vous avez ici l'exemple d'un locomate, qui est donc un système d'entraînement robotisé dont on peut régler le degré d'assistance avec un tapis roulant qui défile à vitesse variable. Et si on le fait précocement, chez certains patients avec des lésions incomplètes, bien évidemment, on améliore la vitesse de marche, on améliore la récupération motrice des membres inférieurs et donc la qualité de la marche chez ces patients. Il y a aussi des exosquelettes dynamiques, vous en avez vu un statique, et qui là aussi, mais il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dessus, montrent que lorsqu'il y a des trainings précoces, ça améliore de toute façon l'équilibre du tronc et le score moteur des membres inférieurs et la capacité de récupération de la marche sans être technique. Alors, on va jusqu'à la réadaptation de nos patients, et ça, c'est le champ de… Vous avez bien compris que c'est toute une équipe multidisciplinaire qui travaille autour de ces patients, c'est-à-dire l'aménagement de l'environnement, l'entraînement dans des appartements de simulation ou dans des appartements que l'on va appeler thérapeutiques pour les entraîner à la vie quotidienne, voir quels sont les meilleurs aménagements pour qu'ils soient plus autonomes possible à domicile, et positif. Et bien sûr, la conduite automobile, nous avons à la fois des véhicules pour patients paraplégiques, système de conduite à main, pour patients tétraplégiques et maintenant de haut niveau qui arrive bientôt puisqu'on va avoir un véhicule à joystick et mini-volant. Alors, on a commencé par définir le handicap au sens large. Vous avez bien compris qu'on considère aujourd'hui que ce n'est pas un attribut de la personne, mais une interaction dynamique avec l'environnement. Et bien, c'est ça le principe de l'accessibilité universelle, c'est l'accès à tout pour tous. C'est un principe d'égalité des droits et des chances. Et ce qui est accessible aux personnes handicapées, forcément, favorise la vie de tout le monde. Alors, il y a eu cette loi de 2005. 10 ans après, il y a eu un rapport sénatorial Campion-Debré qui a montré que 10 ans après la loi, il y avait des principes fondateurs qui étaient remarquables, mais qui avaient un bilan en demi-teinte. Et je prendrai juste 2 exemples. Eh bien, évidemment, l'emploi et la formation professionnelle, avec, vous voyez en bas, un taux de chômage qui reste 2 fois plus élevé dans la population porteuse de handicap que dans la population dite normale, diapositive. Et l'accessibilité, où en France aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions, nous sommes en retard par rapport aux pays européens, y compris les plus méditerranéens, avec, vous voyez, des amendements, des retards, des possibilités de faire des agendas d'accessibilité programmés avec des échéances qui ont complètement retardé ce qu'était le principe de l'accessibilité universelle de l'ensemble de la cité, des transports, etc., avec aujourd'hui un gros retard. Diapositive. Alors, je termine par cette phrase qui est ma phrase préférée. Ce qui constitue une vraie démocratie, ce n'est pas de reconnaître des égaux, mais d'en faire. Et puis, je rappellerai qu'il y a eu cette convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU qui a été publiée en 2011. Et puis, dernière diapositive. Quoi qu'il en soit, et ça, c'est des études qui ont été montrées, nos patients et ceux qui deviennent après des citoyens, et qui sont toujours d'ailleurs,
mais qui redeviennent et à qui on doit donner citoyenneté, considèrent que malgré tout, y compris dans les niveaux les plus hauts, vous voyez ici un patient tétraplégique C2 avec son respirateur embarqué qui conduit son fauteuil à la tête, considèrent que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais je pense qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui encore, la vie est difficile par des environnements et des attitudes non adaptées. Et je dis toujours que nos patients sont des héros du quotidien. Je vous remercie. Merci Brigitte pour cette présentation très claire. Comme tu l'as souligné, et c'est important de le rappeler, effectivement, donc on lance la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est important de continuer à s'investir parce qu'effectivement, le taux de chômage est 2 fois plus important que celui de la population dite valide. Et avec la crise sanitaire et économique que l'on traverse actuellement, on se rend compte que les personnes en situation de handicap sont encore plus fortement impactées. Donc il y a un plan qui a été lancé, il y a un plan de mobilisation qui a été lancé mardi soir pour mobiliser les entreprises en Pays de la Loire. Ça s'appelle Un Jeune Solution. Et il y a aussi tout un dispositif spécifique pour aider les employeurs à intégrer des personnes en situation de handicap. Donc on vous invite à continuer à vous engager fortement sur l'emploi des personnes en situation de handicap. L'autre aspect, c'est l'accessibilité. Effectivement, en France, on est assez en retard. Donc, les maires ont un gros travail à faire pour rendre des villes accessibles et aussi les entreprises pour être complètement accessibles. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre plutôt là sur la partie insertion professionnelle. C'est une bonne transition. Et donc, j'appelle à nous rejoindre Gaëlle Béniguet et Pierre Launay de la cellule d'insertion. Donc, on va vous laisser la place. Vous avez mis une présentation, les filles? Oui. Non, mais sur l'ordinateur du monsieur. Donc, vous allez faire sans présentation. présentation. Hein? Ah, t'as pas de diapo? Bon, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Donc, on va commencer par Gaëlle. Quel est ton rôle au sein de la cellule? Bonjour à tous, donc Gaëlle Béniguet, je suis chargée d'insertion à l'unité d'insertion socio et professionnelle Comet France. Donc du coup, moi, mon rôle, c'est d'accompagner plus particulièrement des patients hospitalisés ici qui n'ont pas d'emploi, donc les scolaires, les étudiants, les personnes qui sont en projet de reconversion professionnelle, c'est-à-dire qu'ils avaient un métier qui n'est plus du tout adapté à leur capacité actuelle. Et du coup, il s'agit de construire avec la personne un projet de reconversion professionnelle adapté à leur situation de santé en milieu ordinaire de travail. Donc, juste une question. Donc, on voit c'est une cellule là au sein du pôle MPR. Oui. Tu as évoqué Comet France. Alors, c'est quoi pour le grand public? Alors, Comet France, en fait, ça s'appelle Communication, Environnement, Tremplin pour l'emploi. Ça a été créé en 1991 et du coup, c'est à l'origine de Comet Grand Ouest. En gros, travail. Et donc, effectivement, moi, au sein de l'unité d'insertion, j'interviens plus particulièrement pour les personnes qui sont déjà en emploi, enfin, qui étaient en emploi au moment de la survenue du handicap. Et donc, j'accompagne dans toutes les démarches qui visent au maintien et au retour dans l'emploi, que ce soit sur le poste antérieur dans l'entreprise, avec donc ou sans aménagement, ou dans le cadre d'un reclassement au sein de l'entreprise. Donc, effectivement, moi, je vais mobiliser un certain nombre d'outils. Donc, en tant qu'ergonome, je vais réaliser des études du poste de travail qu'occupait la personne. Alors, pas avec elle, ça peut être avec la personne qui la remplace ou en tout cas avec quelqu'un qui occupait un poste similaire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre au mieux les conditions dans lesquelles la personne travaillait et toutes les contraintes
qui étaient liées à l'exercice de son travail pour pouvoir effectivement mettre ça en… voir effectivement par rapport aux déficiences que la personne va conserver, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir compenser par des aménagements ou est-ce qu'il va falloir retravailler la fiche de poste, retravailler le poste de la personne. Donc, dans ce cas-là, le premier interlocuteur, et je pense que les employeurs peuvent solliciter facilement, c'est le médecin du travail, qui est effectivement garant des conditions de travail de l'entreprise. Tu veux qu'on lance le diaporama à quel niveau? Oui, la 5e diapo. 5e. Bon, ça, c'est… Donc, ton interlocuteur en entreprise pour toutes les questions de maintien dans l'emploi, c'est le médecin du travail. Alors, ça va être de toute façon l'interlocuteur incontournable, puisqu'effectivement, c'est lui qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude de la personne à reprendre son poste de travail. Effectivement, nous, ce qu'on vise, c'est effectivement que la personne puisse reprendre son poste. Ça peut être un avis d'aptitude avec des restrictions en fonction des incapacités de la personne. Et nous, on vient vraiment proposer une collaboration en amenant effectivement, nous, notre expertise sur le handicap moteur ou cérébral et les conséquences qui en découlent, et en venant proposer justement des solutions d'aménagement, des préconisations d'aménagement, possibilité de monter les dossiers de financement, donc que ce soit effectivement sur des problématiques d'accessibilité, soit effectivement concrètement pour entrer dans le bâtiment, pour accéder au WC, pour accéder à son poste de travail, pour utiliser son poste de travail, effectivement, il faut que la personne concrètement elle puisse aller allumer son ordinateur, voilà. Ou ça peut être des aménagements, et ça je pense que c'est très important aussi, du temps de travail, des aménagements. Voilà, nous on va travailler en collaboration avec l'employeur sur peut-être qu'il faut réfléchir autrement aux missions qui étaient confiées à la personne, les répartir différemment. On peut proposer éventuellement des compensations financières quand la personne est moins productive, mais ça n'empêche pas effectivement de pouvoir avoir vraiment une plus-value sur son emploi. Donc on vient vraiment nous apporter toute l'expertise, toute la connaissance qu'on a du handicap, sachant qu'on s'appuie nous sur les équipes du centre, sur bien sûr les médecins, mais aussi les kinés, les ergothérapeutes, les neuropsychologues. Voilà, c'est vraiment une activité en pluridisciplinarité qui nous permet après, nous, une fois en entreprise, de pouvoir essayer de ne pas laisser l'employeur avec des questions sans réponse et d'amener le salarié à reprendre une activité. Et chaque année, vous accompagnez combien de personnes au niveau régional en termes de maintien dans l'emploi? Alors, au niveau régional, en fait, la particularité, c'est que nous, sur le département, dans le 44, il y a 2 unités d'insertion Comet France, donc il y en a une aussi à Saint-Nazaire. On accompagne environ 200 personnes par an, grosso modo, entre les personnes qu'on accueille en phase initiale. Donc, il y a une centaine de nouvelles, même peut-être plus, donc presque 130 nouvelles personnes accueillies par an. Et puis après, il y a toutes les personnes qu'on suit au fur et à mesure. Voilà. Donc, il y a des accompagnements plus ou moins longs en fonction des pathologies et des situations. Donc, vous êtes à la fois sur du maintien, mais aussi sur de l'insertion pro, quand vous êtes face à des jeunes diplômés, par exemple? Alors, quand on va être face à des jeunes diplômés, là, c'est plutôt Gaël, mais c'est vrai qu'on va beaucoup travailler avec les acteurs plutôt de l'insertion, de ce qu'on appelle de droit commun. Donc, Pôle emploi, Cap emploi. L'idée, en fait, pour les jeunes qui sont hospitalisés ici, c'est de maintenir un lien avec les écoles. Donc, c'est déjà de mettre en place un soutien scolaire qui est proposé notamment par l'académie, qui s'appelle les cours du SAPAN. En fait, c'est un service qui intervient pour les jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est aussi créer du lien avec les équipes éducatives. Donc, on est soit sur une réorientation ou une orientation scolaire, parce qu'il y a des jeunes aussi qui étaient déscolarisés. Et l'idée, c'est de recréer du lien, en fait, avec une reprise de scolarité ou reprise d'études aussi. On travaille beaucoup aussi avec l'université, notamment de Nantes. Il y a le relais handicap. Il y a le service de médecine aussi de l'université qui va mettre en place des aménagements, on va dire, pédagogiques, notamment aussi tout ce qui est aménagement d'examen, mais aussi aménagement pédagogique dans le sens humain ou matériel. C'est combien de jeunes que vous accompagnez chaque année? On accompagne à peu près, on va dire, sur une reprise scolaire ou reprise d'études, une trentaine de jeunes par an, je dirais à peu près ça. Donc, toutes les personnes, on voit finalement, ça correspond bien à la présentation initiale par le docteur Perveneur. Il y a vraiment un accompagnement global. Et pour chaque patient, en fait, vous trouvez
une situation soit de maintien, soit d'intégration professionnelle. On essaye, en tout cas. Oui. En tout cas, on a la démarche C'est pas systématique. toujours possible pour différentes raisons. Et c'est quelque chose d'assez original dans la mesure où pendant très longtemps, les acteurs, l'assurance maladie, etc., ont considéré que ce n'était pas une mission sanitaire, ça, de réinsérer des personnes. Et puis, sous la pression, effectivement, de l'ensemble des acteurs de la médecine physique réadaptation en France, a été créée cette association, COMET, qui au départ était, au début des années 90, regroupait très peu de centres, qui maintenant regroupe 30. Et sous cette pression-là, on a fini par avoir non seulement des financements de la GFIP et du FIP, mais aussi à hauteur de quasi 50% des financements de l'assurance maladie, considérant que l'insertion professionnelle était aussi une partie, pour part, à financer par le secteur sanitaire. Et ça permet en tout cas de construire un projet de vie pour chaque personne dès sa primo-rééducation. Ouais, c'est assez remarquable. Et bon, on voit que vous travaillez donc sur le champ de l'insertion pro, mais il y a aussi vous faites un gros travail pour les rendre autonomes, et notamment par rapport à la conduite, Oui. pour qu'ils puissent être complètement autonomes pour aller travailler. Alors, comment vous faites? C'est un sujet c'est assez toujours surprenant. C'est quoi votre technique pour les embarquer vers l'autonomie en matière de conduite? Je crois que de toute façon, c'est un processus un peu particulier par étapes, hein, le processus de rééducation et d'avancement aussi de la personne. On est souvent en avance, Morgane témoignera mieux que moi là-dessus, de plusieurs mois par rapport à la personne qui est encore parfois dans le déni de la situation et dans parfois une hypothétique récupération. Mais quoi qu'il en soit, on sait parfaitement, parce que c'est notre travail, quel va être le devenir fonctionnel, jusqu'où on peut aller avec une personne. Et en fonction de chaque niveau d'atteinte ou type d'atteinte, parce que là on parlait de la lésion médulaire, mais dans les lésions cérébrales et les hémiplégies, il y a des adaptations qui existent et des véhicules qui sont parfois très très performants pour permettre, y compris aux tétraplégiques de haut niveau, de conduire. Alors après, ça c'est le travail, tout ce qui est l'autonomie de la vie quotidienne, ce qui est la conduite automobile, c'est le champ de ce qu'on va appeler les ergothérapeutes, qui sont des métiers de la rééducation et qui interviennent à ce niveau. Et après, le problème, c'est souvent les financements, mais effectivement, on arrive à avoir des cofinancements quand les personnes reprennent un travail, on va pouvoir financer une partie de leurs adaptations pour leurs véhicules, en plus des financements MDPH. Donc tout cela est lié. C'est en permanence des objectifs liés, des financements liés, et voilà. Aujourd'hui, c'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez pour l'intégration pro? Ben, moi, je dirais, en ce qui concerne la partie de maintien dans l'emploi, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est déjà un peu tendu et puis qu'on attend beaucoup que les salariés soient polyvalents, productifs et que une personne en situation de handicap peut, voilà, selon le handicap, mais ne peut pas forcément travailler à temps plein et être forcément polyvalente et être toujours… c'est souvent, ça peut quand même… Non, pardonne-moi Claire, mais je pense surtout qu'il y a d'une part une personne handicapée, qu'est-ce que c'est? C'était la même question. Il y en a un grand nombre qui sont capables d'avoir un travail à temps plein, qui sont souvent, parce que on est dans une société où il faut démontrer qu'on est plus performant que les autres pour être reconnu, souvent dans l'ultra-performance de leur métier. Et le principal frein, à mon avis, c'est la crainte des employeurs et la méconnaissance de la problématique du handicap. Alors, je me suis peut-être effectivement mal exprimée. C'est vrai que quand on arrive en démarrant une procédure, on voit que le frein peut être que l'employeur se dit qu'effectivement, ça fait beaucoup d'obstacles pour reprendre la personne et que justement, charge à nous de démontrer que
non, ou en tout cas que ce ne sont que des obstacles franchissables. Ok, donc il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire auprès des gens. L'information. Ok. Parce que, bon, on voit que donc vous faites un travail assez remarquable, hein. On est quand même sur du moyen long terme, hein, puisque on a vu avec le patient, enfin, le cas que vous nous avez présenté. La durée moyenne d'accompagnement, c'est plutôt autour de 2 ans quand quelqu'un arrive au pôle MPR. C'est quoi, c'est entre 1 an, 2 ans? D'un point de vue médical, Oui. c'est tout au long de la vie. D'accord. Ça, c'est indispensable, ça a été reconnu. Si on veut maintenir un bon état de santé, il faut prévenir les complications. Et tous nos patients, on ne les lâche pas comme ça. Et on les suit tout au long de la vie. D'un point de vue de l'insertion socio-professionnelle, le contrat Comet a un cut-off au bout de, je ne sais plus, de 2 ans. C'est 1 an après la sortie d'hospitalisation. Voilà. Mais on sait que le retour à l'emploi, il faut le temps de cheminer. Il y a toutes les difficultés dont on a parlé. Il est rarement avant 2-3 ans. Donc, c'est vrai que Gaël et Claire continuent de suivre les patients et dès qu'un projet va se concrétiser, réinterviennent de façon importante pour aider la personne. Ok. Ce que je vous propose pour illustrer vraiment le travail remarquable que vous faites, c'est qu'on fasse témoigner 2 patients. Et donc, c'est Emmanuel qui va interviewer ces 2 patients. On a la chance aujourd'hui d'avoir 2 témoignages de personnes qui ont été prises en charge par le pôle MPR. Donc, on a en visio Alizé Chéron. Je ne sais pas si elle est connectée. Si, elle est connectée. On va donc commencer par Alizé Chéron. Donc, Alizé Chéron, elle a intégré le pôle MPR en janvier 2019. Elle était avant sage-femme indépendante et après la période de réadaptation, elle a été prise en compte par on a un problème de liaison. Parce qu'elle a mis sa caméra à musée. Parce que nous, ça marche, donc c'est qu'elle n'a pas mis sa caméra. Voilà la belle. Bonjour. Donc, elle a été prise en compte par l'unité de l'insertion professionnelle. Et ce qu'on aimerait comprendre, c'est justement comment ça s'est passé avec cette unité, comment ça vous a aidé pour reprendre le travail entre ce que vous imaginiez et comment les gens vous ont accompagné après pour le réaliser. Alors en fait, donc moi j'ai été victime à 27 ans en août 2018 d'un accident de la route. En janvier 2019, en fin d'hospitalisation, j'ai rencontré Claire pour la première fois, Claire Launay, que vous avez entendu tout à l'heure, et de la cellule d'insertion professionnelle de Saint-Jacques, pour laquelle envisageait pas du tout de faire autre chose. On y est donc allé en avril 2019 avec mes collègues sages-femmes, puisqu'on est 3 sages-femmes sur le cabinet, pour voir l'accessibilité et les aménagements nécessaires du matériel et de l'environnement. Et donc ça, c'est en avril 2019. En novembre, on a commandé le matériel en novembre 2019. J'ai reçu en janvier 2020, mais le matériel n'était pas conforme à ce qu'on avait commandé. Et j'ai fini par le recevoir en septembre 2020 seulement, puisque entre-temps, il y a eu le confinement, tout ça. Et pendant tout ce temps-là, Claire a continué de me suivre et continue encore. Donc, j'ai repris à travailler à mon cabinet de sage-femme libérale en septembre, le 21 septembre, là. Donc, il y a à peine 2 mois. Voilà, pour le parcours. Donc, à un peu plus de 2 ans de l'accident, j'ai réintégré le milieu que je voulais, avec des aménagements, de temps de travail et du matériel et de l'environnement. Voilà. Vous aviez au départ la volonté de reprendre assez vite
les rendez-vous à domicile et avec l'étude avec Claire Launay, vous vous êtes rendu compte que c'était plus compliqué et que vous pouviez du coup réajuster entre ce qui était possible en fait. Ouais, en fait, je me rendais pas du tout compte que ce serait aussi compliqué. Même là, avec la reprise, au début, je me disais que très rapidement, je reprendrais les visites à domicile. Là, en fait, actuellement, je ne travaille quasiment que les après-midi et uniquement au sein du cabinet médical avec mes collègues. Car c'est vrai que pour les visites à domicile que je faisais principalement avant pour mon activité, c'était 70% de mon activité. Il faut que je puisse me stationner, que je puisse transporter le matériel, que je puisse entrer chez les gens, circuler dans leur logement. Et tout ça, c'est quasiment impossible en fait de tout obtenir. Donc, du coup, pour l'instant, je ne fais que au cabinet et on verra ensuite si j'arrive à aménager autrement. Il faut aussi envisager les temps de transfert dans ma voiture, de pouvoir me stationner, etc. Enfin, c'est beaucoup de gestion autour qui est quand même plus complexe qu'avant où je mettais à peu près 5 secondes à rentrer dans ma voiture. C'est plus vraiment le cas maintenant. Et puis, il y a aussi la question de la faisabilité. Vous n'avez pas forcément imaginé cela et donc ça vous force à réadapter votre travail aussi. C'est ça, c'est que moi-même, j'avais pas du tout compris, enfin, j'avais pas du tout intégré que ce serait aussi compliqué. Je me disais, mais si, ça va le faire. Il y a pas de raison, je vais y arriver. En fait, moi, je suis paraplégique, donc j'ai la totale utilisation de mes membres supérieurs, ce qui est déjà une chance. Mais finalement, ça reste quand même une adaptation du poste de travail, mais voilà, ça se passe assez bien. J'appréhendais aussi énormément le regard des familles que j'accompagne par rapport au fait que je sois en fauteuil. Et finalement, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas de remarques par rapport à ça. Donc tant mieux. Et puis, c'est aussi psychologiquement de se réintégrer et de se remettre dans le travail après un peu plus de 2 ans d'arrêt de travail. Voilà, il faut le temps que tout se remette bien, mais ça va. On vous remercie beaucoup, Alizée, et on vous souhaite un bon parcours pour la suite. Merci. J'ajouterais que j'aimerais beaucoup, mais c'est dans les tuyaux, mais le Covid ne nous a pas aidés, embaucher un peu Alizée pour le suivi des femmes qui sont enceintes et en situation de handicap, puisque nous nous occupons aussi de cela chez nos patients, de leur santé sexuelle et génésique. C'est en projet, mais effectivement, le Covid ne nous aide pas dans la mise en place. Mais voilà, mais ça va venir. C'est toujours dans ma tête. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à tous. Bonne réunion. N'hésitez pas si certains ont des questions. Voilà, je reste connectée si besoin. D'accord. Merci, Alizée. Merci. Alors, nous avons aussi présentiel Morgane Pavot, qui lui aussi a été pris en charge, mais il y a plus longtemps au centre. Et vous, Morgane, vous êtes posé un certain nombre de questions et vous avez créé une start-up pour répondre plutôt à l'après LPR, quand les personnes reviennent chez eux, et notamment sur des questions de peau. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette start-up? Parce que, si j'ai bien compris, vous n'aviez pas de problème d'insertion puisque vous étiez repris dans le travail que vous aviez auparavant. Donc, c'était vraiment une volonté de votre part. Donc, expliquez-nous comment ça a germé et sur quoi vous êtes basé pour le créer. Oui, bonjour à tous. Alors moi, j'ai eu un accident en 2013. Avant mon accident, j'étais déjà dans le monde de l'entrepreneuriat et dans l'immobilier d'entreprise, donc sur la ville de Nantes. Et en fait, j'ai eu la possibilité de réintégrer mon poste de travail, même mieux l'intégrer puisque je devais être responsable de l'agence de Nantes. Et en fait, à l'hôpital, j'ai vu qu'il y avait des problèmes, alors non pas pour ceux qui sont suivis au centre, mais plutôt pour les personnes qui retournent chez eux. Et j'ai vu qu'il y avait des petits problèmes pour les personnes en fauteuil roulant, des problèmes de peau. Et je me suis dit, comment on peut éviter aux personnes de retourner chez eux et de ne plus bénéficier d'autant d'accompagnement que ce qu'on peut avoir au centre. Et donc, j'ai créé un dispositif qui s'appelle Gaspard, qui prend une forme de plateau qu'on met, d'un tapis qu'on met sous le coussin anti-escar des personnes en fauteuil roulant et qui leur évite via une application d'avoir des problèmes de peau en faisant une seule chose, en fait, c'est de reprendre les bases de ce qu'on nous apprend en centre de rééducation, toute l'éducation thérapeutique,
et en alertant la personne directement quand des positions à risque sont détectées et quand le dispositif intègre que la personne ne respecte pas ce qu'on a appris nous-mêmes en centre de rééducation. Donc, le côté start-up est venu plutôt de l'idée, ce n'était pas une finalité en soi, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui m'anime et qui anime 8 personnes autour de moi. Donc ça, après de 7 ans de mon accident. Mais aujourd'hui, vous revenez au pôle puisque vous entamez avec eux une étude clinique. Pourquoi passer encore à cette étape-là et quel est le futur? Alors Brigitte disait tout à l'heure, on ne revient pas, en fait, on est toujours suivi. Même après coup, on a le droit à un check-up tous les ans au centre. Alors moi, c'est vrai que c'est un lien encore différent, c'est que le sujet étant en lien direct avec les personnes qui sont en fauteuil roulant, je reviens maintenant pour des sujets d'études cliniques. En effet, c'est que tous nos beaux dispositifs, que ce soit le mien ou d'autres dispositifs qui tournent autour de la santé, doivent être à un moment ou un autre certifiés et crédibilisés par des études. Et là, oui, j'ai la chance, avec le CHU de Nantes et donc le pôle MPR, de mettre en place une étude qui va nous permettre de crédibiliser en fait notre dispositif, créer aussi de la donnée universitaire un peu actualisée, parce qu'on se base souvent sur des études qui sont de plus longue date que ce qu'on pense nous, et puis surtout voilà, boucler la boucle avec Brigitte et ses équipes justement pour faire que ce projet soit validé thérapeutiquement et puis aussi à terme tenter d'avoir une prise en charge par les organismes de sécurité sociale pour que mon dispositif puisse être au maximum sous les fesses d'un plus grand nombre de personnes en fauteuil roulant. Et les prochaines étapes après cette étude? Eh bien, ensuite, donc il y a l'étude qui va durer environ 2 ans. Et puis après, il y a tout un volet médico-économique qui vient prouver, en fait, par A plus B, que mon dispositif, je l'espère, évite d'avoir des problèmes de peau. Et s'il y a plus de réussite que de personnes qui ont des problématiques, eh bien, normalement, l'administration devrait pouvoir nous ouvrir une ligne de remboursement. Et donc, la prochaine étape, c'est d'inonder le marché de ma technologie pour éviter aux personnes en fauteuil roulant d'avoir des problèmes de peau. Merci beaucoup, Morgane. Merci à vous. Alors, on a un bon exemple d'une start-up qui a été montée par Morgane Lalo, qui s'appelle Captive, sa start-up. Mais il y a plein d'autres exemples en France. Donc, des personnes qui sont en situation de handicap moteur qui ont décidé de créer leur start-up, et notamment pour essayer de faire bouger les lignes en matière d'accessibilité. Alors, je voulais vous en citer 2 qui sont pour moi très innovantes. Vous avez Andy Amo, c'est une start-up aujourd'hui qui est basée à Grenoble, mais en fait, ce sont 3 anciens étudiants de l'IMT Atlantique qui ont créé cette start-up pour accompagner un de leurs collègues, c'est Marco Petito, que je salue. Et donc, Sébastien Guillon et Florent Blanchet ont créé cette start-up avec lui. Et en fait, ils travaillent sur des générateurs d'itinéraires accessibles, tant dans les villes que dans les entreprises. Donc, c'est vraiment un booster pour l'accessibilité. Il y a une autre start-up en Aquitaine qui s'appelle Mobalib, elle qui a créé en fait c'est une plateforme qui répertorie des aidants, des professionnels de la santé, mais aussi qui travaille sur l'accessibilité. Donc, ça a été créé par une personne qui est tétraplégique. Et enfin, il y a 2 autres startups qui travaillent là vraiment sur l'accessibilité. Donc, vous avez Jib Smart Home, qui est une start-up parisienne en fait, qui travaille sur la maison accessible. C'est une vraie difficulté. Donc, elle travaille sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes âgées. Et enfin, je voulais citer une start-up de la région, une start-up vendéenne qui s'appelle Célérifère et qui est en train de développer un concept de trottinette électrique éco-responsable et qui permettra d'être utilisé par des personnes qui sont en fauteuil roulant. Donc, il va y avoir des tests, c'est dans les tuyaux et c'est vraiment une solution performante et très économique. Voilà. Donc, ce que je vous propose, on est au CHU de Nantes, on est au pôle MPR depuis depuis 2 ans, 3 ans. Il y a un très gros projet qui est porté par le CHU et notamment par le docteur Brigitte Perron-Inverbe. C'est finalement un nouveau pôle MPR ultra moderne. Donc, je te propose de nous présenter ce projet.
Donc, vous allez voir un film qui donne un petit peu la dimension du projet. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce projet conceptuellement et nous avons visité la plupart des centres européens et français. Je pense que cette réalisation sera un des plus beaux et les plus adaptés et plus grands plateaux techniques de MPR en France et peut-être en Europe aussi. Et avec trois idées. La première, c'est le principe d'accessibilité universelle qui s'impose ici et toutes les chambres sont domotisées avec des écrans multimédia qui donnent accès au téléphone, à Internet, des applications sur smartphone qui permettent aux gens les plus atteints, qui n'ont aucune motricité, de prendre l'ascenseur tout seul. Des chambres adaptées au grand handicap, un grand plateau technique, du matériel innovant de rééducation associant rééducation robotisée, réalité virtuelle et toutes les techniques innovantes autour de... et puis aussi des locaux de réadaptation et de simulation qui permettent de mettre les patients en situation. Donc, nous sommes aujourd'hui aux 2/3 de la construction de son bâtiment. On vient juste d'emménager dans les 2 premiers tiers. On est un peu entassé, non pas en hospitalisation, mais sur le plateau technique. Le 3e tiers se finira avec notamment toutes les salles de rééducation innovante et les appartements de simulation dans les 18 mois à venir. Et on va vous présenter un petit film qui résume ce projet. Alors, ce sont les aléas du direct, quelques petits soucis techniques. Je t'avais joué avec Michel Drucker. Alors, ce projet, il a été débuté quand? C'est bon. C'est bon, ouais. Alors, on a commencé à travailler dessus il y a un peu plus de 10 ans. Et puis, la première pierre était il y a 2 ans maintenant. On y va, Située sur le site de Saint-Jacques, la médecine physique et de réadaptation est une activité d'excellence du CHU de Nantes, portant un projet ambitieux de reconstruction complète de ces secteurs et préfigurateur de l'île de Nantes. Ce projet prévoit la conception d'un bâtiment unique regroupant les activités du pôle. Cet ensemble cohérent renforce l'interdisciplinarité et le travail en équipe des professionnels. L'objectif premier est d'assurer un accompagnement optimal et personnalisé des patients en situation de grand handicap dans un environnement agréable. Des lieux de vie sociale sont intégrés au nouveau pôle, comme le hall d'intégration, espace de convivialité centrale où se mêleront patients, proches et professionnels. Cafétéria, terrasse, ateliers informatiques, bureaux des associations ou encore salons de coiffure constitueront autant de services destinés aux patients. Des patios parsèment le site pour offrir un temps de respiration. La construction d'une balnéothérapie 4 fois plus grande élargira l'accès aux patients à un réapprentissage de la marche et de la nage dans des conditions idéales. Le nouveau gymnase, grâce à des équipements à la fois réels et virtuels, offrira une dimension attractive et ludique à la rééducation. Ce centre de médecine physique et de réadaptation d'envergure nationale disposera d'un plateau technique permettant d'assurer la prise en charge adaptée à tous les patients. Sa surface, de 5000 m², facilitera l'implantation d'équipements de haute technicité et rendra possible la rééducation simultanée de 140 patients par 70 professionnels de santé. Intelligent, universellement accessible, le nouveau bâtiment est ainsi conçu pour favoriser l'autonomie du patient grâce à des circulations larges et un contrôle à distance tant de son environnement que de son parcours. Un plus grand confort sera offert aux patients grâce à l'amélioration des conditions d'accueil et d'hôtellerie. Fruit d'une véritable démarche collective,
engageant infirmiers, aides-soignants, professionnels de la rééducation, médecins, administratifs en lien avec toutes les équipes logistiques et techniques. Le nouveau pôle est ainsi conçu au service des patients et de leur entourage. Donc c'est un projet assez remarquable. Donc, combien d'années pour le construire? C'est quand l'inauguration? Alors, il y aura une première partie d'inauguration de cette première partie bâtiment livré, si le Covid nous le permet, au premier trimestre 2021. Et la livraison, là aussi, définitive de l'ensemble du bâtiment est prévue pour fin 2022. D'accord. Le coût global, alors, de ce projet? Alors, il n'y a jamais de problème d'argent entre nous. Non, mais je crois que c'est de l'ordre de 62 millions d'euros. Ce qui était d'ailleurs de l'honneur de ce CHU, puisque ce qu'on va appeler la médecine psychique et réadaptation, d'ailleurs comme la psychiatrie, ne sont pas des disciplines qui sont à la tarification à l'activité, en gros qui ne rapportent pas d'argent et qui coûtent cher, il faut le dire, ce sont des vrais enjeux sociétaux. Et le fait d'être rentré dans ce projet avec nous, pour moi, c'était indispensable parce que les bâtiments n'étaient pas adaptés, c'était pas digne de nos patients ni de nos soignants. Ça, c'est tout à leur honneur. Ils nous ont laissé travailler, conceptualiser, décliner l'ensemble des concepts, rééducation, réadaptation, réinsertion, avec des locaux qui vont être extraordinaires pour les patients et les soignants. Et il n'y a pas d'autres exemples aujourd'hui en France en ce qui concerne un hôpital public. D'accord, donc ce sera finalement le pôle MPR le plus moderne de France. Oui. Est-ce que ça peut générer d'autres projets dans d'autres CHU? Écoutez, l'air du temps n'est pas tellement à cela. Je sais que tous mes collègues professeurs de MPR de France et de Navarre me regardent d'un œil très jaloux en me disant comment tu as pu faire. Bon, il faut dire aussi qu'on a développé depuis des années, et ça c'était reconnu tous ensemble, l'ensemble de l'équipe, des compétences extrêmement particulières qui sont vraiment reconnues d'un point de vue national et au-delà. On draine quand même sur certains aspects de la prise en charge, la région, ça c'est sûr, mais aussi bien au-delà de la région sur des problèmes plus complexes. Et c'était aussi la reconnaissance de toute cette activité au sein de ce pôle. Alors, on voit donc des bâtiments pointus, des équipements pointus. Par contre, on a besoin des entreprises, puisqu'en fait, on n'est pas complètement au bout du chemin en termes d'équipement. On a encore besoin de trouver 2 millions d'euros. C'est ça. Et donc, il va falloir lancer une grosse mobilisation des entreprises sur cette région, voire sur le territoire national. Alors, pour mobiliser ces entreprises, mais aussi les particuliers qui vont pouvoir aider, on va faire 2 actions assez fortes. La première, on va lancer une collecte à partir du 30 novembre. Donc, c'est une opération qui est montée avec le Fonds de solidarité Grand Ouest et aussi le Fonds de dotation du CHU Nantes. Donc, il y a 3 structures qui vont parrainer cette collecte. Donc avec des parrains assez prestigieux, puisqu'on a Vincent Guerlet qui s'engage pour le pôle MPR, donc ce sera un des parrains de la collecte. On a Lionel Fournier qui s'engage aussi dans cette collecte. Donc Lionel Fournier, c'est le directeur régional d'Harmonie Mutuelle, mais c'est aussi le président des dirigeants responsables de l'Ouest. Et puis la 3e structure, donc ce sera le GIRP Pays de la Loire qui s'engagera pour cette collecte. Très simple, on va essayer à partir du 30 novembre de mobiliser un maximum de particuliers. Et donc, il y aura un abondement de la part du Fonds de solidarité Grand Ouest. Donc, en fait, c'est au travers de la Banque populaire Grand Ouest et son dirigeant Maurice Bourrigaud.
Et en fait, si on récupère sur la semaine 10 000 €, ça correspondra à 40 000 € qui seront reversés au CHU. Donc voilà, on fera de la communication sur les réseaux sociaux, mais 40 000 €, vous voyez, on est très loin des 2 millions. Donc il faudra continuer cette collecte tout au long de l'année. Et après, on va lancer une deuxième opération. Sur cette région, on a de la chance d'avoir un comité d'ambassadeurs du handicap qui est composé à la fois de dirigeants publics et privés. Pendant 2 ans, en fait, ils se sont mobilisés sur le soutien des Paralympiques, donc pour les accompagner dans leur Olympiade. On a levé suffisamment de fonds pour qu'ils aillent à Tokyo. Et donc, la grande cause des ambassadeurs du handicap en 2021 et 2022, ce sera d'accompagner le pôle MPR du CHU en les finançant. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo qui explique ce qu'est le comité des ambassadeurs du handicap. Cette soirée avait eu lieu fin décembre 2019. Bon, 2020, c'est un peu compliqué, mais il est quand même prévu qu'on fasse un événement avec les ambassadeurs du handicap. Ce sera le 3 décembre, ce sera la journée mondiale du handicap et ce sera en direct du pôle MPR du CHU de Nantes pour bien montrer cette mobilisation de toutes les entreprises nigériennes. Je vous propose qu'on regarde la vidéo. Le but de cette deuxième soirée des ambassadeurs du handicap, c'était de mettre en avant l'innovation et les startups qui sont au service du handicap. Et nous avons aussi fait témoigner des ambassadeurs qui se lancent sur des projets d'envergure pour notre territoire afin de faciliter l'emploi des personnes handicapées, mais aussi l'accessibilité et l'inclusion. Nous, on a inventé un dispositif qui permet aux personnes en fauteuil roulant d'éviter d'avoir des problèmes de peau de façon simple. On intègre de l'intelligence sous le coussin de la personne qui est équipée d'un fauteuil roulant et via une application, en fait, on l'alerte dès qu'elle a des positions qui sont à risque. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de l'aide financière pour développer notre produit, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut avoir des études pour crédibiliser en fait le discours que je viens d'avoir, parce que quand on arrive à toucher des personnes comme ce soir, c'est sûr que c'est criant de vérité. Mais pour que ça touche la masse de personnes qui est en ce moment en situation de handicap, eh ben, il faut décupler les moyens. Donc aujourd'hui, grâce notamment au CHU de Nantes, on va entreprendre des travaux sur le fait de prouver que notre solution a un vrai intérêt et qui nous permettra demain d'avoir pourquoi pas une prise en charge en démontrant que grâce à Gaspard, on arrive à éviter les problèmes de peau. Alors fondamentalement, un ambassadeur, ça dit bien le mot, c'est quelqu'un qui va faire le porte-voix sur des causes qui sont juste magnifiques. Ce qui est intéressant dans notre région, c'est qu'on a voulu favoriser l'initiative pour que le handicap, ça devienne pas simplement quelque chose qu'on gère de façon un petit peu compliquée, pénible, etc., mais quelque chose qui soit une vraie co-entreprise, une vraie capacité à faire avec les gens qui créent des start-up, qui sont malades, qui sont en train de rebondir. Située sur le site de Saint-Jacques, la médecine physique et de réadaptation est une activité d'excellence du CHU de Nantes, portant un projet ambitieux de reconstruction complète de ces secteurs et préfigurateur de l'île de Nantes. Il y a un investissement du CHU qui est phénoménal, vous avez vu dans ce projet, parce qu'on est aussi moteur, etc., et que c'est une vitrine. Mais il était important que je m'engage aussi à... Notamment pour le plateau technique de rééducation que je veux le plus innovant possible, où les coûts de tout ce matériel est assez important. Je m'engage à essayer d'avoir des partenariats pour faire qu'on ait un plateau technique des plus innovants possibles. Et donc ça a été la rencontre avec ces ambassadeurs, des gens absolument fabuleux qui ont eu envie de partir avec nous sur ce projet. C'est un projet considérable, 51 millions d'infrastructures, de soins, etc. Mais 2 millions de nouvelles technologies, on a besoin de 2 millions de nouvelles technologies pour pouvoir permettre à ces gens de repartir. 150 malades, et ça peut être vous, ça peut être moi, des gens qui ont un accident de la vie. Le dispositif a été lancé il y a 1 an à l'occasion des trophées de l'insertion du MEDEF 44 et depuis nous avons organisé 2 soirées
et la prochaine soirée est prévue en février 2020. En fait, la volonté de ce dispositif, c'était d'entraîner beaucoup plus d'entreprises, puisqu'en fait, on voyait toujours les mêmes entreprises sur les événements handicap, mais c'était aussi de fédérer public-privé et de provoquer un effet d'entraînement auprès des fournisseurs et sous-traitants. Donc en fait, les 50 ambassadeurs issus du public et du privé ont pris 3 engagements: promouvoir l'emploi des personnes handicapées dans leur structure, faire la même chose auprès des fournisseurs et sous-traitants, et aussi soutenir la Team 303 qui accompagne les sportifs paralympiques de la région Pays de la Loire. Donc, prochaine soirée des ambassadeurs du handicap, on s'adapte, ce sera sous un format digitalisé le 3 décembre, probablement de 18 h à 19 h, mais on va communiquer très rapidement sur cet événement. Vous voyez, pendant 2 ans, les ambassadeurs du handicap ont accompagné les Paralympiques de cette région. Et à partir de, de janvier 2021, tout le monde se mobilise pour le pôle MPR du CHU, y compris les Paralympiques qui vont aussi se mobiliser fortement voilà, pour le pôle MPR, puisque certains sont accompagnés par le pôle MPR, entre parenthèses. Voilà, donc on a besoin du soutien du grand public et des chefs d'entreprise. Vous pouvez compter sur nous, on va organiser pas mal de choses voilà, pour communiquer sur cette grande cause. On arrive, il nous reste 10 minutes. Alors, est-ce qu'on a quelques questions sur côté des participants? Alors, le nom des startups, on vous les transmettra, effectivement. Donc, on a Andiamo à Grenoble, il y a Gib Smart Home en région parisienne, Mobalib en région Aquitaine et Cédérifère donc en Vendée, et puis Captive à Nantes. Mais on fera une petite com là-dessus et prochainement, on fera un club sur l'innovation et le handicap pour vous montrer d'autres startups. On vous montrera ces startups, mais aussi d'autres startups qui sont vraiment engagées sur les questions d'innovation pour le handicap et pour l'accessibilité. Alors, il y a une remarque sur le fait que les entreprises manquent d'informations sur les différents types de handicap et les aides possibles, et du coup restent frileuses pour embaucher des personnes handicapées en situation de handicap. Bon, alors, vous avez effectivement encore des entreprises qui manquent d'informations ou qui ne sont pas assez sensibilisées. Donc, vous avez des acteurs qui sont là pour sensibiliser. Vous avez la GFIP, le FIHH pour la fonction publique. Au Pays de la Loire, vous avez le GIRP Pays de la Loire, et notamment le Cap Emploi. Bon, voilà, il y a les clubs handicap d'emploi tous les 3 mois. Donc, pour les employeurs qui passent à côté de l'information, bon, il faut vraiment le vouloir, entre parenthèses, mais on est prêt à aller les voir, à les aider, il n'y a pas de souci s'il y a des employeurs qui sont démunis en matière d'information. Il faut en profiter, la semaine prochaine c'est la SEPH, donc il y aura des réunions d'information, je vous disais, il y aura un webinaire pour les employeurs, donc organisé par le Cap Emploi 44, c'est le 20 novembre de 9 h 30 à 10 h 30. Et puis, mardi 17 novembre de 18 h à 19 h, il y a une webinaire nationale avec le MEDEF en présence de Sophie Cluzel, et donc ce sera un focus fort sur les politiques RH et l'inclusion. D'autres questions? Deux nouvelles questions. Quelle sera laissée à la pérennisation? Ah, ça, c'est une bonne question. Quelle sera la part laissée, si je lis bien, à la pérémulation dans le nouveau pôle de MPR? Alors, la pérémulation, c'est le fait que d'anciens patients qui viennent et apportent leur expérience et leur savoir de vie à des patients qui sont en phase de primo-rééducation. Elle existe déjà, puisque notamment sur les programmes d'éducation thérapeutique, parce que pour
ne pas bien se prendre en charge, il faut bien connaître son corps. C'est encore plus vrai quand on est avec des déficiences neuromotrices importantes. Eh bien, nous avons d'anciens patients qui sont des patients qui viennent et participent à ces programmes sur tous les aspects de la vie, de la prise en charge, de la vie affective, de la vie sexuelle, de comment vivre avec son handicap, etc. Elle sera sans doute un peu plus développée. Et puis l'idée, c'est d'avoir un centre complètement ouvert. Et au-delà de la pérémulation, par les installations sportives que l'on met en place ici, pouvoir faire venir l'ensemble des clubs handisport qui le souhaiteront pour venir s'entraîner et ce qui permettra aussi un brassage et pour nos patients qui sont en primo-rééducation, le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes en situation de handicap qui sont retournées dans la vie. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est plus des commentaires. Non. Si je vois bien. J'ai l'impression d'être chez l'ophtalmo. Je vais m'avancer. Attends. Oui, c'est à peu près ça. Non, c'est des commentaires. On a vu. Ah, oui, il y avait une question sur l'enregistrement du... Oui, donc la réponse est oui, pour le diffuser aux personnes qui n'étaient pas là ce matin. Il y avait aussi un commentaire sur, si j'ai bien vu, l'insertion professionnelle et la méconnaissance des entreprises, on en a déjà parlé. C'est vrai que, y compris parce qu'on ne faut pas penser qu'on jette la pierre aux entreprises, mais on a des expériences de jeunes patients tétraplégiques qui rentraient dans des centres de réorientation professionnelle qu'on ne citera pas et dont les médecins qui ne connaissaient pas la tétraplégie avaient peur de les prendre. Donc, il n'y a pas que les employeurs, il y a aussi cette méconnaissance et donc une crainte de beaucoup de partenaires. Ok. Donc, on va clore ce club. Juste, il y a un programme très chargé la semaine prochaine pour la SEPH. Je vous invite à aller voir le site de la GFIP qui répertorie plein d'événements. On vous invite à y participer, ça contribue à avoir plus de sensibilisation. Et puis surtout, il y a un formidable outil pour la sensibilisation, c'est le Duo Day. Donc c'est maintenu, c'est le 19 novembre. C'est possible de le faire sous un format digitalisé. Donc rapprochez-vous de vos Cap Emploi si vous souhaitez être partenaire de cette journée pour faciliter l'insertion. Autre info, c'est que traditionnellement, chaque année, le 3e jeudi de novembre, pendant la SEPH, on fait des trophées de l'insertion. Bon, cette année, au vu de la situation sanitaire, on a décidé de le reporter au printemps. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas annulé, c'est que c'est reporté. Et ça veut dire qu'on fera 2 cérémonies trophées d'insertion en 2021 pour booster encore plus d'employeurs et récompenser les employeurs exemplaires. Voilà, donc on arrive au terme de ce club. Moi, je voulais remercier tout particulièrement les équipes du pôle MPR, du CHU, voilà, pour leur application dans ce club handicap et emploi. Je voulais remercier aussi le fonds de dotation du CHU de Nantes qui nous a accompagnés sur l'organisation, donc Bénédicte Hérissé et Véronique Meunier, excusez-moi, et puis notre géo, Geoffrey Royer. Il y a encore notre géo, Geoffrey Royer. Il faut tourner la caméra parce qu'il a œuvré. Voilà, il est là.
Donc un grand merci voilà, à tous ceux qui nous ont aidés pour monter ce club. Et puis un petit aussi remerciement à nos partenaires, hein, la GFIC à distance, je salue Ali Pousse. Et puis Emmanuel Perret pour la revue Être Handicap, je vous invite à vous abonner, c'est une super revue et ça contribue à la sensibilisation des entreprises. Voilà, donc je vous souhaite une excellente... Oui, le docteur Perroin-Verbe. Moi, je veux juste remercier Yves-Olivier Normand quand même pour le fait d'être à côté de nous et bien évidemment tous les acteurs présents ici ce matin et le MEDEF et tous ceux qui sont en ligne de nous accompagner dans cette formidable aventure. Voilà, merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.